De celui qui s'est lancé dans une série de meurtres par vengeance visant le service de police, il a travaillé à celui qui a brutalement assassiné plusieurs femmes et qui l'a nié même en présence de preuves tangibles, jusqu'à celui qui a nié connaître un officier corrompu alors qu'il en était un. Vous allez être témoin de 5 cas où les gardiens de la loi sont devenus ses plus grands délinquants. Des meurtres en série aux vengeances meurtrières, en passant par la corruption et le trafic de drogue, ces flics sont sur le point de connaître leur sort ultime dans le prétoire. C'est parti! Gerard John Schaeffer. Il n'est pas nouveau qu'il y ait des flics corrompus, mais savoir que certains d'entre eux peuvent finir par être ceux qu'ils combattent est assez choquant, en particulier dans le cas de Gerard John Schaeffer. Également connu sous le nom de Killer Cop ou Butcher of Blind Creek, Schaeffer était un tueur en série soupçonné d'avoir assassiné plus de 26 victimes, un fait qu'il a nié jusqu'à sa mort. Lucey County Circuit Court en Floride, où Schaeffer est sur le point de faire face à un autre type de justice. Dès son enfance, Schaeffer a connu des troubles qui se sont manifestés jusque dans son adolescence. En grandissant, il a développé des fantasmes érotiques consistant à blesser des femmes qu'il jugeait dignes de son mépris. Ces fantasmes ont finalement évolué vers le sadomasochisme et le bondage, où Schaeffer prenait plaisir à s'infliger de la douleur. Il lui arrivait même de porter des sous-vêtements féminins et d'atteindre l'orgasme par asphyxie auto-érotique en s'attachant à un arbre. Devenu adulte, Schaeffer a posé sa candidature à un poste vacant au sein du service de police de Wilton Manors le 1er septembre 1970. Il a été officiellement intégré au service de police du comté de Broward en septembre 1971 et a obtenu son diplôme de patrouilleur à la fin de l'année, à l'âge de 25 ans. Cependant, l'engagement de Schaeffer au sein de la police de Wilton Manors n'a duré que 6 mois. Ses performances ont été jugées médiocres en général et il a en fait été démis de ses fonctions lorsque ses supérieurs ont remarqué que Schaeffer avait l'habitude d'arrêter les voitures conduites par des automobilistes de sexe féminin qui avaient commis des infractions mineures au code de la route. Il relevait ensuite le numéro de leur plaque d'immatriculation et l'entrait dans une base de données afin d'obtenir des informations plus personnelles sur ces femmes, puis les contactait pour leur demander des rendez-vous. Peu de temps après avoir été licencié, Schaeffer a commencé à travailler comme adjoint au département du shérif du comté de Martin le 23 juin 1972. C'est au cours de cette période que le vrai visage de Schaeffer a commencé à émerger. Dans l'après-midi du 21 juillet 1972, Schaeffer rencontra 2 adolescentes autostoppeuses, Nancy Ellen Trotter et Paula Sue Wells, alors qu'il était en service de police officielle. Il leur propose de les conduire à leur destination, Stuart. Après avoir appris que les 2 jeunes filles n'étaient pas originaires de Floride et qu'elles se rendaient à Jensen Beach, il leur a proposé de les conduire à leur lieu de résidence le lendemain. Le lendemain matin, Schaeffer, qui ne portait pas son uniforme et conduisait son propre véhicule, a rencontré les jeunes filles. Dès qu'elles sont montées dans la voiture, il a commencé à prendre un itinéraire différent pour finalement emmener les filles dans un hangar délabré au cœur d'une forêt isolée où il les a menottées et bâillonnées. Schaeffer a ensuite attaché les 2 filles par les jambes au tronc de 2 arbres différents avant de leur passer un nœud coulant autour du cou. Il a attaché le nœud coulant à une branche. Il a informé les 2 filles qu'elles allaient être violées et assassinées. Cependant, il a reçu un message radio urgent l'informant qu'il devait se rendre immédiatement au poste de police. Il a laissé les 2 filles ligotées, mais lorsqu'il est revenu, les 2 filles s'étaient échappées. Elles ont en fait pu identifier Schaeffer comme étant leur ravisseur, et il a été immédiatement licencié, arrêté et accusé de séquestration et d'agression aggravée. Il a nié les faits, affirmant qu'il voulait simplement leur donner une leçon. 2 semaines après son arrestation, Schaeffer verse une caution de 15 000 $ et retourne chez lui en attendant son procès. Pendant cette période, il a trouvé un emploi chez QuickCheck, mais cette expérience ne lui a servi à rien. Au contraire, elle a alimenté son désir de réaliser ses fantasmes sadiques. Le 27 septembre 1972, Schaeffer a enlevé 2 adolescentes, Susan Carol Place et Georgia Marie Jessup, bien qu'à l'époque, aucune preuve ne les reliait à ces enlèvements. Au début de l'année 1973, la disparition des adolescentes est devenue une affaire classée. À partir de là, plusieurs femmes ont commencé à disparaître, jusqu'à ce que Schaeffer soit finalement condamné pour son accusation initiale de séquestration. En mars 1973, la mère de Susan Carol Place découvre à l'adresse de sa fille une lettre adressée à Jerry Shepherd, et en s'y rendant, elle découvre que Jerry Shepherd est Gerald Schaeffer. À partir de là, les enquêteurs ont commencé à rassembler les preuves dont ils disposaient et qui menaient à Schaeffer, bien que ce dernier ait clamé son innocence. Un périodique a également publié une liste de 28 personnes assassinées ou disparues dont on pensait qu'elles étaient liées à Schaeffer, bien qu'il n'y ait pas de preuves concrètes le reliant au meurtre.
Il a été formellement inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et, le 17 septembre 1973, il a été jugé par le tribunal itinérant du comté de Sainte-Lucie, Lucie County Circuit Court. Il a finalement été condamné à 2 peines d'emprisonnement, à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais ce n'est pas la justice que Schaeffer pensait obtenir. Le 3 décembre 1995, Schaeffer a été retrouvé poignardé à mort sur le sol de sa cellule. Il avait été poignardé plus de 40 fois au visage, à la tête, au cou et au corps, sa gorge ayant également été tranchée, son œil droit détruit et plusieurs côtes fracturées. En fin de compte, il a été condamné à la peine de mort que beaucoup estimaient qu'il méritait. Comme nous le découvrirons plus tard, Gerard John Schaeffer n'était pas le seul policier corrompu à bénéficier d'une justice brutale. Celle de Christopher Dorner a été encore plus rapide. Christopher Jordan. Dorner est un autre policier qui s'est retrouvé du mauvais côté de la loi. Ancien officier de la police de Los Angeles, Dorner s'est lancé dans une folie meurtrière qui a coûté la vie à 3 personnes et en a blessé 3 autres. Malheureusement, avant même que l'affaire ne soit portée devant le tribunal, Dorner s'est vu rendre justice, mais le plus fou, c'est qu'il l'a fait de ses propres mains. Contrairement à Nicholas Cruz ou à Brenton Tarrant, Christopher Dorner a grandi comme un individu équilibré, décrit par ceux qui l'ont connu comme un homme sympathique et admirable, même s'il se tenait le plus souvent à l'écart. En 2005, Dorner, tireur d'élite émérite et rompu aux techniques de combat, est entré à l'Académie de la police de Los Angeles, dont il est sorti diplômé en 2006. Selon Teresa Evans, une autre policière avec laquelle Dorner était jumelé, il a déclaré qu'il allait poursuivre le LAPD en justice, en raison de la manière dont le service avait répondu aux plaintes qu'il avait déposées précédemment contre ses camarades de classe. Auparavant, Dorner avait toujours fait des remarques sur la discrimination dont il était victime en raison de sa race. Cependant, tout a commencé à se gâter lorsque Dorner et Evans sont intervenus dans un hôtel le 28 juillet 2007. Le trouble a été causé par Christopher Gettler, atteint de schizophrénie et de démence sévère. À la suite de l'incident, Dorner a déposé un rapport indiquant qu'Evans avait fait un usage excessif de la force face à Gettler, l'accusant de lui avoir donné 2 coups de pied au visage et à la poitrine alors qu'il était menotté. Le père de Gettler a également déclaré qu'un policier avait donné un coup de pied à son fils. Cependant, le service de police a mis en doute le rapport de Dorner, d'autant plus qu'il l'avait déposé juste le lendemain du jour où il avait appris que l'évaluation d'Evans indiquait qu'il devait améliorer ses performances. À l'issue d'une enquête de 7 mois à laquelle ont participé 2 capitaines de la police de Los Angeles et un avocat de la défense, ainsi que des témoignages, il a été établi que Dorner avait déposé un faux rapport. En 2008, Dorner a été licencié par la police de Los Angeles pour avoir fait de fausses déclarations dans son rapport et dans son témoignage contre Evans. Personne n'a su que Dorner avait gardé rancune pendant 5 ans jusqu'au début du mois de février 2013, lorsqu'il a publié sur sa page Facebook un manifeste de 11 000 mots décrivant ses motivations et ses projets. Dorner a énuméré 40 membres des forces de l'ordre qu'il était prêt à tuer et a déclaré « Je sais que la plupart d'entre vous qui me connaissent personnellement sont incrédules lorsque les médias rapportent que je suis soupçonné d'avoir commis des meurtres aussi horribles et que j'ai pris des mesures draconiennes et choquantes au cours des 2 derniers jours », poursuit le message. Malheureusement, il s'agit d'un mal nécessaire que je n'apprécie pas, mais auquel je dois participer et que je dois mener à bien pour qu'un changement substantiel se produise au sein de la police de Los Angeles et que je récupère mon nom. Le service n'a pas changé depuis l'époque de Rampart et de Rodney King. Il a empiré. Il a également adressé une demande unique à la police de Los Angeles pour qu'elle admette publiquement que son licenciement était une mesure de représailles pour avoir dénoncé un recours excessif à la force. En réponse au manifeste, la police de Los Angeles a informé le public qu'il y aurait un réexamen de l'affaire disciplinaire qui a conduit à son licenciement. Cependant, le 3 février 2013, Monica Kwan, 28 ans, et son fiancé, Keith Lawrence, 27 ans, ont été abattus dans la Kia Optima blanche de Lawrence, garée devant leur copropriété. Kwan était la fille de Randall Kwan, l'ancien capitaine de la police de Los Angeles qui avait représenté Dorner lors de son audience de licenciement en 2008. Le 7 février, 2 agents de la police de Los Angeles qui se rendaient à une mission de protection ont été la cible de tirs non mortels. Peu de temps après, 2 agents de la police de la ville voisine de Riverside ont été pris en embuscade et abattus alors qu'ils étaient arrêtés à un feu rouge à bord de leur unité de patrouille balisée. L'un des agents est décédé peu après la fusillade, l'autre a survécu. Le 11 février 2013, Dorner a été officiellement inculpé de meurtre et de tentative de meurtre. Le 12 février, un autre policier a été abattu.
Le même jour, les adjoints du département du shérif du comté de San Bernardino, SBSD, ont confirmé que Dorner avait été repéré dans le comté, barricadé dans une cabane au nord-est d'Angelus Oaks. Un périmètre de 3 miles a été établi autour de la cabane, et les résidents ont été invités à rester à l'intérieur en fermant leurs portes à clé. La police a d'abord tenté de faire sortir Dorner de la cabane en utilisant des gaz lacrymogènes et en exigeant sa reddition par haut-parleur. Comme Dorner ne répondait pas, ils ont utilisé un véhicule de démolition pour abattre la plupart des murs de la cabane. Ils ont ensuite lancé des bombes lacrymogènes pyrotechniques surnommées Burners dans la cabane qui a pris feu. Peu après, un seul coup de feu a été entendu en provenance de la cabane. Alors que l'incendie se poursuivait, des munitions ont commencé à exploser à l'intérieur de la cabane, rendant dangereuse la tâche des autorités qui tentaient d'éteindre le feu. Le 14 février, les médecins légistes ont confirmé lors d'une autopsie, à l'aide des dossiers dentaires, que le corps carbonisé trouvé dans la cabane incendiée était bien celui de Dorner. Le lendemain, il a été annoncé que Dorner était mort d'une seule blessure par balle qu'il s'était infligée à la tête. Comme Dorner, notre prochain policier corrompu a signé sa condamnation à mort dès qu'un tribunal l'a reconnu coupable de meurtres multiples. Cabo Bruno. Florivaldo de Oliveira, plus connu sous le nom de Cabo Bruno, était considéré comme l'un des flics les plus corrompus du Brésil, et ce à juste titre. Il aurait été responsable de plus de 50 meurtres dans la banlieue de São Paulo dans les années 1980. Florisvaldo de Oliveira est né à Uchoa, dans l'état de São Paulo, et a reçu le surnom de Cabo Bruno parce que ses amis le comparaient à un alcoolique local appelé Bruno. Le surnom est resté, et même sa mère a commencé à l'appeler ainsi. Il a brièvement servi en tant qu'officier de la police militaire à São Paulo avant de démissionner et de devenir un justicier notoire qui a pris la loi en main, motivé par son propre sens pervers de la justice. Il s'en prenait surtout aux gens en fonction de leur apparence et tuait ceux qu'il considérait comme défavorisés. En 1982, la panique régnait dans le quartier, car presque chaque jour, de nouveaux corps criblés de balles apparaissaient. Pendant longtemps, Cabo Bruno s'en est tiré à bon compte, jusqu'à ce qu'il tombe sur José Aparecido Benedito, qui a survécu au tir en faisant semblant d'être mort. Il est arrêté pour la première fois le 22 septembre 1983, sur décision de justice, après avoir été accusé de plus de 20 meurtres, bien qu'il n'en ait avoué qu'un seul. Il faudra attendre plusieurs années avant qu'il n'avoue une vingtaine de meurtres, alors que des indices laissent penser qu'il a commis jusqu'à 50 meurtres. D'autre part, Cabo Bruno est revenu sur ses aveux à plusieurs reprises. Selon lui, les autres victimes l'ont mis sur mon compte. Il y a des gens qui ont tué et qui se sont présentés comme Cabo Bruno. Au cours de l'enquête et de ses nombreux procès, il a également été révélé que Cabo Bruno et au moins 12 officiers de police, dont 2 hauts fonctionnaires, un capitaine et un lieutenant, travaillaient en bande et étaient responsables de plusieurs exécutions dans la ville. Il a été confirmé que la plupart des meurtres étaient commis sur la base de l'apparence de la victime, y compris un garçon tué à cause d'une petite croix tatouée sur son poignet. Selon Cabo Bruno, le fait d'avoir des tatouages était un signe de criminalité, conformément à son raisonnement religieux. L'arrestation de Cabo Bruno et la collecte préalable de preuves et d'indices ont conduit à l'effondrement de toute l'organisation. Après 12 procès, Cabo Bruno a été condamné à 113 ans de prison. Même emprisonné, Cabo Bruno n'a pas montré de signe d'arrêt puisqu'il s'est évadé de prison à 3 reprises. Heureusement, il n'y est jamais parvenu, sa dernière évasion remontant au 30 mai 1991. Au fil du temps, Cabo Bruno s'est converti au christianisme en prison et est devenu évangélique, abandonnant le nom de Bruno. En juillet 2008, il était déjà pasteur dans la chapelle œcuménique de la prison. En raison de sa bonne conduite, Cabo Bruno a été libéré le 22 août 2012, après 27 ans de prison. Malheureusement, un peu plus d'1 mois après sa sortie de prison, il a été abattu de 20 balles le 26 septembre 2012, alors qu'il revenait d'un service religieux. Il s'agissait manifestement d'une exécution pour les meurtres qu'il avait commis avant de tourner la page. Si vous pensiez que Cabo Bruno était corrompu, attendez de rencontrer notre prochain policier qui était tellement plongé dans la corruption que les limites entre le bien et le mal étaient très floues. Roger Rogerson. Roger Rogerson était un sergent détective australien qui, bien que perçu comme un officier exceptionnel, était au contraire si corrompu qu'il a été accusé de meurtre, de trafic de drogue, de corruption et même d'agression. Prenez place à la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, où Rogerson est sur le point d'obtenir une justice immédiate pour ses crimes. Au sommet de sa carrière d'officier de police, Roger Rogerson a travaillé sur certaines des plus grandes affaires du début des années 1970, notamment le meurtre du gang Toketer et l'incendie du Whisky Ogogo à Brisbane. En fait, il était tellement bon dans son travail qu'il a reçu le prix Peter Mitchell
en 1981 pour l'arrestation de Gary Purday, un voleur à main armée en fuite. Cependant, quelques années plus tard, cette brillante carrière a commencé à s'effilocher, révélant l'homme corrompu qu'il était. En 1981, Roger Schott a tiré mortellement sur Warren Lanfranchi, un jeune dealer, bien qu'il ait été établi qu'il avait agi dans l'exercice de ses fonctions. Cependant, la petite amie de Lanfranchi, Sally Ann Huckstep, héroïnomane et prostituée, est apparue dans de nombreuses émissions d'actualité, dont 60 Minutes et A Current Affair, pour demander une enquête sur la fusillade. Elle a également fait des déclarations au service des affaires internes de la police de Nouvelle-Galles du Sud, affirmant que Rogerson avait assassiné Lanfranchi à la suite d'un différend lié à la drogue. Huckstep a ensuite été assassiné et son corps a été retrouvé dans un étang. Le 6 juin 1984, l'officier Michael Drury a été abattu de 2 balles à travers la fenêtre de sa cuisine, alors qu'il donnait à manger à sa fille de 3 ans. Il a immédiatement établi un lien entre Rogerson et la tentative de meurtre, affirmant qu'il avait été pris pour cible parce qu'il avait refusé d'accepter un pot de vin offert par Rogerson en échange de la falsification de preuves dans un procès pour trafic d'héroïne. Une fois de plus, Rogerson n'a pas été reconnu coupable dans cette affaire. Le 11 avril 1986, Rogerson est renvoyé des forces de police de Nouvelle-Galles du Sud et suspendu du service actif à la suite de l'enquête Drury. À partir de ce moment-là, Rogerson a travaillé comme artiste de spectacle, racontant des histoires sur ses activités policières dans un spectacle théâtral intitulé The Good, the Bad and the Ugly. Le 27 mai 2014, Rogerson ainsi qu'un ancien policier, Glenn McNamara, ont été accusés du meurtre de Jamie Gow, un étudiant de Sydney, prétendument à la suite d'une transaction de drogue qui avait mal tourné. Les 2 hommes ont été jugés par la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, où ils ont plaidé non coupables du meurtre de Gow et non coupables de la fourniture de méthamphétamine. Le 15 juin 2016, Rogerson et McNamara ont été reconnus coupables du meurtre de Gow et, le 2 septembre 2016, les 2 hommes ont été condamnés à la prison à vie. Près de 8 ans après avoir purgé sa peine, Roger Rogerson est décédé le 21 janvier 2014. Il avait souffert d'un anévrisme. Comme les autres policiers corrompus de cette liste, notre dernier accusé n'a même pas eu l'occasion de se présenter au tribunal avant d'être abattu. Sean Sweeter. Sean Sweeter devait témoigner devant un grand jury fédéral contre la police corrompue liée au scandale de la Gun Trace Task Force lorsqu'il a été abattu. Après ce que beaucoup pensent être un suicide, il a été découvert que Sweeter était en fait un policier corrompu. Sean Sweeter, 43 ans. Sean Sweeter était un vétéran de 18 ans du service de police de Baltimore, ainsi qu'un vétéran de l'armée américaine pendant la guerre d'Irak. Ceux qui ont travaillé avec lui le connaissaient comme un policier honnête et apprécié. Cependant, tout a changé lorsqu'il a dû témoigner dans un procès fédéral contre la Gun Trace Task Force. Selon la police de Baltimore, Sweeter n'était pas visé par l'enquête fédérale, mais il avait été lié, plus tôt dans sa carrière, à plusieurs membres de la Gun Trace Task Force corrompue, dont le tristement célèbre Sergent Wayne Jenkins. Le 16 novembre 2017, Sweeter enquêtait sur un triple homicide lorsqu'il a été abattu d'une balle dans la tête, à bout portant, avec sa propre arme de service, qui a été retrouvée sous son corps. Du sang a été retrouvé à l'intérieur de la manche de la chemise de Sweeter. Son ADN a également été retrouvé dans le canon de son propre Glock. Cela s'est produit juste un jour avant qu'il ne soit censé témoigner devant un grand jury. Différentes théories du complot ont commencé à circuler, la plus répandue affirmant que Sweeter n'a pas été assassiné, mais qu'il s'est suicidé parce qu'il devait témoigner devant un grand jury le lendemain, ce qui pourrait l'impliquer. Il aurait ensuite mis en scène sa mort pour passer pour un meurtrier, afin que sa famille puisse bénéficier d'indemnités de licenciement au cas où il perdrait son emploi à la suite de la révélation de détails incriminants lors de la déposition devant le grand jury. Cependant, le médecin légiste a conclu que la mort de Sweeter était un homicide et le département de la police de Baltimore pense qu'il est innocent. À ce jour, sa mort n'a toujours pas été élucidée et c'est ainsi que se termine cette vidéo de 5 flics corrompus tués instantanément dans la salle d'audience. Pour d'autres vidéos intrigantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attends.